Bonjour et bienvenue au podcast Opération Reconstruction, le podcast dédié à la médecine reconstructive animé par Anne Vu et Anna Anchi. Donc ici, nous explorons le monde fascinant domaine de la chirurgie reconstructive et son impact sur la qualité de vie des patients. Chaque épisode met en lumière les innovations, les défis et les histoires humaines derrière les interventions qui redonnent forme et fonction. Notre mission? Rendre ce domaine complexe accessible à tous, tout en inspirant la prochaine génération de professionnels de la santé. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux, rejoignez-nous pour découvrir comment la médecine reconstructive façonne le futur, une opération à la fois. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Dr Marilyn Nou, qui est une chirurgienne orthopédiste reconnue pour son expertise en médecine sportive pédiatrique. Elle a complété sa formation médicale à l'Université de Montréal et elle a également obtenu un doctorat en recherche. Dr Nou a poursuivi sa formation spécialisée à l'Université Harvard sur la médecine sportive pédiatrique. Actuellement, elle exerce au CHU Sainte-Justine et s'intéresse particulièrement aux pathologies du genou, de la hanche et de la cheville chez les jeunes sportifs. Son travail allie clinique, recherche et prévention. Donc, Dr Nou, bienvenue à ce podcast. Merci de me recevoir. Parfait. Donc, juste pour commencer, est-ce que vous voulez nous parler de votre parcours? Oui, bien sûr. Moi, dans le fond, j'ai fait le cégep comme tout le monde, au cégep Édouard-Montpetit. Puis ensuite, à l'université, je savais que je voulais aller dans le domaine de la santé, mais je ne savais pas trop encore quoi. Puis j'aimais beaucoup le sport. Moi, je faisais beaucoup de danse. Et il y avait le nouveau programme à l'Université de Montréal qui était kinésiologie. Alors, je me suis inscrite là-dedans. Et donc, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Puis suite à ça, j'ai changé en médecine pour différentes raisons. On peut en parler si vous voulez. Puis, je m'étais intéressée rapidement à la recherche. Fait que pendant mon parcours de médecine, j'ai fait aussi un parcours de recherche pour arriver où est-ce que je suis arrivée maintenant. Puis, est-ce que vous aviez d'abord complété votre bac en kinésio ou il y a eu vraiment genre un switch? Oui, en fait, dès que j'ai commencé le bac en kinésiologie, dès le premier été, j'ai commencé à faire de la recherche. Puis, je faisais de la recherche en biomécanique. Puis, le laboratoire était à Sainte-Justine. Donc, c'est ça. Dès mon parcours universitaire, j'ai comme trempé dans le milieu Sainte-Justine, si on veut. Et pourquoi j'ai changé après pour aller en médecine? Parce que j'adorais vraiment la kinésiologie, la science du mouvement. C'était vraiment super intéressant. J'aimais la recherche là-dedans. Mais quand, comme étudiant en recherche, là, première année de bac, un de mes rôles au laboratoire, c'était d'être assis à la clinique d'orthopédie, juste attendre. Puis dans le fond, j'étais là comme un reminder pour le chirurgien qui voyait les patients et qui pouvait nous aider à recruter des patients. Fait que j'étais juste là pour lui rappeler de recruter, c'est ça. Mais ce que ça faisait, c'est que je passais des heures assis à la clinique d'orthopédie, puis je pouvais comme observer tout ce qui se passait là-bas, puis l'interaction, le genre de patients qu'on voyait, puis comme je suis tombée en amour avec ça, là, grosso modo. Fait que j'ai terminé mon bac en kin, mais après, je suis entrée en médecine, puis comme je suis entrée en médecine pour faire ça, là, donc... OK, dès le début, là, c'était ortho. Comme à mon entrevue de médecine, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, j'ai dit, je vais être orthopédiste à Sainte-Justine. Fait que c'était vraiment, tu sais, souvent on rentre en médecine, puis on est comme... C'est pas trop un peu, ouais. Mais là, c'était comme, je savais exactement où je m'en allais, là. OK. Puis est-ce que, là, à ce moment-là, vous étiez quand même sûr de... Voulez-vous travailler à Sainte-Justine ou comme... Ouais, exact. Okay, c'était comme... ouais, c'était ça que je voulais faire. Puis, tu sais, je pense que... Tu sais, je suis comme rentrée, je me suis un peu fermé les yeux, puis j'avais un objectif, puis c'était ça. Dieu. Et par rapport justement à l'orthopédie, qu'est-ce qui faisait que la pédiatrie, c'était quelque chose qui vous intéressait plus? Quand on fait notre parcours en médecine, rapidement, on va voir la différence entre la clientèle pédiatrique et la clientèle adulte. Chacun a leur avantage, l'inconvénient. La pédiatrie, ce que les gens disent, c'est qu'il faut dealer beaucoup avec les parents, qui sont très exigeants et avec raison. On a aussi des patients quand ils sont très jeunes qui ne parlent pas, donc c'est très différent comme approche. Alors que dans le monde adulte, moi, par exemple, ce que j'aimais pas, c'est que, surtout en orthopédie, il y a beaucoup l'aspect invalidité, arrêt de travail qui est présent, qui n'est pas présent en pédiatrie, en tout cas très peu. Tu sais, en pédiatrie, on va dealer avec l'arrêt d'éducation physique, là, par exemple, mais c'est tout. Alors qu'en adulte, c'est ça, c'est très lourd comme pratique parce qu'on a des gens qui viennent pas beaucoup
beaucoup de patients ne viennent pas nécessairement juste pour améliorer leur santé, mais il y a toujours comme quelque chose de caché derrière, puis c'est l'aspect que j'aimais un petit peu moins de l'adulte. OK. Et justement, c'est quoi que vous diriez que vous aimez le plus de l'orthopédie? L'orthopédie, c'est une spécialité chirurgicale, comme vous savez, puis comme toutes les spécialités chirurgicales, on agit pour avoir un résultat rapidement. T'sais, on n'instaure pas un traitement qui va prendre du temps, etc. C'est vraiment, on pose un geste, puis le geste va changer ou améliorer le problème de notre patient. Donc, à la base, pourquoi la chirurgie? C'est pour ça, pour vraiment avoir un impact rapide. Et l'orthopédie, c'est parce que c'est le type de chirurgie qui m'intéressait le plus. Donc, vraiment des chirurgies où on va travailler sur le système musculo-squelettique, on travaille sur les os. C'est vraiment très biomécanique, c'est la reconstruction. Hein, on va reconstruire des articulations, des ligaments. Donc, c'est ça. C'est pour ça, l'orthopédie. Puis est-ce que vous trouvez justement que contrairement à l'adulte, l'enfant va comme mieux recover, puis ça va vraiment plus améliorer sa qualité de vie? Oui, c'est certain que les enfants ont comme un pouvoir spécial, là, des guérisons, là, ils sont vraiment incroyables. Des choses qui... tu sais, c'est sûr qu'il, ne serait-ce que, sans parler même de chirurgie, tu sais, un enfant qui va se faire une fracture va guérir plus vite, n'importe quelle tendinite, n'importe quelle blessure sportive, un enfant qui traite bien sa blessure rapidement, ça va guérir, alors que des fois en adulte, tu sais, on entend des tendinites, ça dure longtemps, etc. Alors c'est certain que les enfants ont un pouvoir spécial de guérir rapidement quand leurs blessures sont prises en temps opportun. Est-ce que vous trouvez, mettons, là, que sont plus observants parce que les parents vont rappeler de faire les exercices ou de... Non, ils ne sont pas observants du tout. C'est ça. En fait, ça dépend. Donc, on a vraiment deux types. C'est soit zéro observant, donc que ce soit pour les traitements de physio, pour l'utilisation des béquilles, etc. C'est soit qu'on respecte zéro les consignes ou qu'on le fait vraiment, vraiment bien. Fait qu'on a comme deux types vraiment différents. Puis on ne sait jamais trop, mais je dirais que classiquement, les jeunes qui font du sport de haut niveau vont être plus du côté observant. Alors, j'aurais tendance à penser le contraire. Ils veulent tellement revenir au jeu qu'ils botchent un peu le processus. Bon point. Non, c'est ça. Il n'y en a pas tant qui sont dans cette catégorie-là, mais en général, quand ils le sont, c'est ceux qui ont vraiment un objectif clair. T'sais, ils veulent se rendre quelque part. Puis là, si on leur dit, pour te rendre là, voici les règles à respecter, ils vont le faire. Mais, puis tu sais, les parents, souvent, n'ont pas de temps de pouvoir sur les jeunes. Surtout quand on rentre dans l'adolescence, c'est plus difficile. Ouais. Puis est-ce que vous diriez que vous voyez un peu de tous les âges ou parce que là, vous faites de la médecine sportive, c'est ça, principalement? Oui, exactement. Donc moi, ma surspécialité là, en orthopédie pédiatrique, c'est la médecine du sport. Donc c'est certain que pour être blessé dans le sport, il faut faire du sport. Je dirais que ma clientèle, c'est beaucoup des adolescents. Puis peut-être les enfants, là, un petit peu plus à la fin de l'enfance. À partir de 8 ans, mettons, on commence à en avoir. Et est-ce qu'il y a des sports que les enfants font qui sont peut-être plus à risque de faire certains... C'est une bonne question. Ben oui. En fait, à la base, il faut juste comprendre qu'un jeune est fait pour faire plusieurs sports. Sauf quand on rentre en mi-adolescence, fin adolescence. Mais avant ça, si on fait plusieurs sports de façon diversifiée, c'est rare qu'on va se blesser. Les choses qui peuvent arriver, c'est de la trauma, là, c'est des fractures, tout ça. Ça peut toujours arriver comme un accident vraiment aigu. Donc, puis à part ça, si on prend n'importe quel sport puis on le pratique de façon intense puis sans changer, puis si on fait 30 heures d'escrime dans la semaine, on va se blesser. Même si c'est un sport qu'on voit peut-être moins de blessures de façon classique. Maintenant, ce que les jeunes, les ados font beaucoup, c'est du soccer au Québec. Puis ça, on voit énormément de blessures liées à ça. Que ce soit des entorses de cheville, des déchirures de ligaments croisés. Donc ça, en ce moment, c'est comme la chose qui produit le plus de blessures sportives en ce moment. Puis avez-vous, mettons, des conseils? Parce que là, il y a de plus en plus de programmes de sport-études. C'est difficile. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, on avait 8 pratiques semaine. C'est difficile de comme rentrer d'autres sports là-dedans, ou même si tu vas à la salle d'œuvre. C'est quand même un challenge à
Ouais, mais c'est vrai que c'est difficile, surtout que quand on rentre dans un programme de sport élite, comme athlète, c'est pas nous qui décidons vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Donc, c'est pour ça que, mais premièrement, il y a plusieurs programmes de sport-études qui essaient de s'ajuster. Donc, dans les pratiques hebdomadaires, il va y avoir d'autres choses. T'sais, on va rajouter une session de yoga, des sessions en salle de musculation, des choses comme ça. Déjà, ça, c'est excellent. Mais sinon, l'autre chose qui est importante, c'est pour les athlètes eux-mêmes. Même les adolescents là, sont capables d'apprendre des choses. Là. Donc, d'apprendre des choses sur leur corps, de comprendre comment leur corps fonctionne, de comprendre c'est quoi la problématique avec les blessures. Un jeune qui commence à avoir mal à une hanche, par exemple, mais il ne faut pas aller se cacher dans le vestiaire, puis se mettre la glace en cachette, puis continuer à faire son sport dans la douleur. Il faut comme prendre ça rapidement, arrêter d'en parler aux adultes, peut-être pas au coach nécessairement, mais quelqu'un en qui on a confiance pour que ce soit pris rapidement. Puis que s'il y a une blessure qui est en train de s'installer, on la traite rapidement, puis qu'on recommence le sport rapidement après. C'est ça, j'imagine qu'après que vous faites une chirurgie et tout, il y a beaucoup de conseils de prévention pour pas qu'il y ait de récidive, justement. Ça serait quoi le top 1 de ton conseil que tu peux donner à... Top 1 conseil quand on a une chirurgie, c'est suivre les indications de son chirurgien. Parce que nous, dans le fond, on n'a pas de recette qu'on peut appliquer à tout le monde. On a, souvent, on va adapter nos conseils post-opératoires pendant la chirurgie selon ce qu'on va faire. Donc, peu importe ce que le chirurgien va donner comme recommandation post-opératoire, il faut suivre ça. Ça, c'est ça. Non, mais ça... Ouais, mais c'est... Ça a l'air facile, mais pas tant que ça. Mais nous, quand on met, il faut bien comprendre que quand on émet des recommandations post-opératoires, que ce soit d'utiliser des béquilles ou de ne pas bouger un membre, c'est pas pour être chiant avec notre patient. C'est vraiment pour l'aider et puis faire en sorte qu'on a fait la chirurgie puis on veut augmenter les chances que la chirurgie fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis parce que vous parlez du cœur, j'imagine que c'est plus des blessures dans le bas du corps, mais faites-vous quand même aussi certaines chirurgies là, du haut du corps, des dissécations, des traumas après? Oui, bien en fait, moi, j'en fais pas personnellement. Okay. J'en faisais avant, mais j'ai vraiment concentré ma pratique sur les membres inférieurs, donc vraiment hanches, genoux, chevilles, pieds. Mais oui, il y a plein de blessures qui peuvent survenir aussi, comme à l'épaule, au coude, au poignet, dans les contextes sportifs. Okay. Et qu'est-ce qui vous a fait justement choisir de faire plus des chirurgies du bas du corps par rapport au haut du corps? Bonne question, mais on en avait tellement. Puis la chirurgie, c'est un petit peu comme du sport, dans le fond. Pour être bon puis exceller dans ce qu'on fait, mais il faut pratiquer, il faut en faire beaucoup. Donc, j'avais déjà plusieurs articulations à couvrir. Puis à un certain moment, j'ai décidé de vraiment me concentrer dans les membres inférieurs, puis laisser les membres supérieurs à d'autres collègues qui se concentrent dans les membres supérieurs. Puis est-ce que ça, c'est comme un autre fellow que vous faites, ou une spécialisation, ou c'est juste vous séparez un peu la tâche, puis vous développez de l'expertise à force d'en faire? Non, c'est ça, c'est plus on développe notre expertise de façon personnelle. Mais tu sais, un fellow, la médecine du sport, dans le fond, il y a différents types de fellow qui existent. Souvent, c'est un fellow qui va inclure la reconstruction épaule-genou. Ça, c'est comme la base de la médecine du sport. En pédiatrie, c'est certain qu'il y a un petit peu moins de blessures d'épaule. Tu sais, les blessures d'épaule, c'est vraiment les instabilités d'épaule, les luxations. Puis il y a des petits trucs de coude, tout ça, mais vraiment le gros là, en pédiatrie, en médecine du sport, c'est les membres inférieurs. Fait que moi, mon fellow, ben, c'est sûr que ça représentait un peu ça. Mais sinon, si on regarde dans le monde adulte, là, ça va inclure tout le temps épaule, genou. Okay. Puis, tu sais, quand on voit l'orthopédie de l'adulte, c'est souvent là, des prothèses de hanche. Il y a beaucoup de l'aspect prothèse. Votre pratique en pédiatrie, j'imagine que c'est un peu plus de la reconstruction, un peu plus... Oui, bien en fait, tu sais, l'arthroplastie, la reconstruction articulaire avec des prothèses, ça fait partie de la reconstruction, mais comme tu as dit, on n'essaie pas de reconstruire le corps, on n'essaie pas de faire guérir, par exemple, les structures du corps, on les remplace. Donc, on les remplace avec du métal, du plastique, etc. Puis c'est certain que ça, des fois, on va avoir à en faire en pédiatrie, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment réservé, là, où on essaie vraiment de retarder la prothèse le plus tard possible dans la vie. Mais nous, en pédiatrie, ce qu'on essaie de faire, mais même pédiatrie jeune adulte, c'est vraiment de trouver des façons
de faire guérir notre corps. Fait que si on a, par exemple, dans le genou, une déchirure de ménisque, on va essayer de réparer le ménisque, de ne pas aller l'enlever. On n'a pas des bons outils pour le remplacer, sauf des greffes de ménisque. Les déchirures de ligaments croisés, la même chose, on va reconstruire le ligament croisé, on ne va pas mettre rien d'artificiel, on ne va pas dire « Ah, ben tu as une déchirure de ligament croisé, on va te mettre une prothèse de genou. » On essaie toujours de garder l'articulation la plus intègre possible. Puis, mettons, qu'est-ce que vous diriez votre bread and butter dans votre pratique actuelle? Ça serait quoi? En ce moment, là, les déchirures de ligaments croisés, c'est vraiment, je pense, la chose qu'on voit le plus. Les déchirures de ligaments croisés, c'est souvent associé à des déchirures de ménisque aussi. Donc, je pense que ça, c'est ce que je fais le plus souvent en ce moment. OK. C'est des jeunes sportifs, j'imagine, encore une fois. Oui, le classique, là, c'est les jeunes. Le classique, c'est adolescente qui fait un sport avec des changements de direction. Souvent soccer, handball, volley. N'importe quel sport là, où on change de direction de façon brusque. Cette déchirure-là, c'est quelque chose qu'on se fait tout seul. C'est une blessure sans contact. C'est vraiment juste notre pied reste comme au sol, puis on a un twist dans le genou, puis on a une déchirure de ligament croisé. On parlait tantôt comment les jeunes ont une bonne résilience, vont bien vite. Mais classiquement, le jeune, il se déchire son ligament croisé sur le terrain. Puis là, son genou gonfle, il n'est pas capable de marcher. Là, quelques semaines passent, pas beaucoup, le genou dégonfle, la douleur part complètement, puis il se sent bien. Mais si le ligament croisé a été déchiré, le ligament croisé, c'est ce qui fait la stabilité en rotation dans le genou. Donc, même si tu te sens bien, puis que ton ligament est déchiré, si tu retournes faire du sport avec le même sport que tu faisais avant, mais là, tu peux te reblesser. Là, ton ligament est déjà déchiré. Fait que ce que tu vas blesser après, à ta deuxième blessure, c'est tes ménisques. Puis si on continue comme ça à toujours faire du sport sur un genou qui est instable, mais on endommage de plus en plus l'articulation. Puis plus que l'articulation est endommagée, plus que c'est difficile à traiter parce que là, on a en plus du ligament croisé, il faut traiter les ménisques. Les ménisques, c'est des petits coussins dans le genou qui sont peu vascularisés, donc même si on essaie de les réparer, des fois ça ne guérit pas. Donc ça devient de plus en plus complexe. Alors qu'un adulte, honnêtement, quand il se blesse, puis son genou gonfle, tout ça, mais il va arrêter ou il va essayer de trouver du support, va consulter un professionnel de la santé parce qu'il ne va pas aller bien en 2 semaines. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis, tu sais, tantôt que vous proposez de, justement, le jeune, il doit faire beaucoup de sport, il doit faire plusieurs sports. La variété, c'est important pour prévenir les blessures. Pourquoi, mettons? Parce que faire du soccer puis du basket, les deux, il y a du changement de direction, les deux, pas ça revient au même, mais c'est quand même semblable, si tu dirais. Oui, bien, en fait, tu sais, chaque sport a besoin de muscles différents puis d'habiletés différentes. Donc, c'est ça qu'on va chercher en variant les sports. C'est certain que l'idéal, c'est d'avoir, par exemple, un sport comme la natation, la danse, le yoga, le hockey, tu sais, des choses un peu plus variées. Mais si on prend juste le soccer et basket, le soccer, c'est beaucoup du membre inférieur. Alors que basket, on va aussi utiliser notre membre supérieur. Quelqu'un qui ferait juste du soccer va développer carrément ses muscles des jambes au détriment du haut du corps, par exemple. Alors que c'est important aussi, dans le fond, quand on est jeune, on veut développer tous les muscles et un maximum d'habileté. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on diminue les chances de nous blesser. On fait face à un squelette qui est en développement, les os grandissent, les tendons allongent, etc. Donc, si on répète toujours le même mouvement sur un squelette en croissance, prenez l'exemple d'un lanceur au baseball. Si tu es lanceur au baseball, puis tout ce que tu fais dans tes pratiques, c'est de lancer une balle, puis que tu lances 150 fois par jour, il y a quelque chose qui va arriver avec ton corps. Ça marche pas, ça. Puis, tu vas avoir comme un bras super développé, musclé, mais tout le reste de ton corps peut être complètement comme pas développé. Ça se peut qu'un lanceur ne soit même pas capable de faire un squat sur une jambe. Ça fait aucun sens. C'est un jeune qui fait 20 heures de sport par semaine. Donc, il faut garder en tête qu'un jeune doit développer tous ses muscles puis un maximum d'habileté pour prévenir les blessures. Puis
Puis aussi, j'imagine que si, mettons, un côté est blessé, puis en moment de récupération, des fois, l'autre côté peut aussi essayer de surcompenser. Exactement. Et là, après, ça arrive Tout à de fait, blesser les deux tout à côtés. fait. Dès qu'on commence à avoir une petite douleur quelque part, mais le corps va essayer de s'ajuster pour faire autrement, pour ne pas avoir de douleur. Mais là, on change la mécanique, puis là, c'est plus optimal. Puis c'est là que, encore une fois, ben, on augmente les chances de se blesser, puis de rendre notre blessure très chronique dans le futur. Tu sais, mettons, là, vous êtes chirurgien, puis j'imagine que, surtout pour les enfants, la chirurgie, c'est un peu le dernier traitement, à moins qu'il y ait certaines genres de pathologies, mais on veut quand même éviter ça. Est-ce que vous direz que vous avez quand même un gros travail d'équipe à faire, que ce soit avec des physios, des ergos? Comment ça s'inscrit dans votre travail? Mais de façon générale, en orthopédie, la chirurgie, c'est toujours comme le dernier recours. Il y a des pathologies qu'on sait qui vont avoir besoin de la chirurgie, peu importe ce qu'on va faire avant. Mais on va toujours essayer avant de faire un traitement qu'on appelle conservateur. Donc, en orthopédie, c'est beaucoup de travailler avec les physios, ergothérapeutes. On peut aussi utiliser des orthèses. En fin de réadaptation, on a les kinésiologues qui peuvent entrer aussi là, dans l'équipe. Bref, on a vraiment différentes options qu'on peut utiliser avant d'arriver à la chirurgie. Mais c'est ça, il y a des pathologies qu'on sait qu'on n'a comme pas vraiment le choix d'aller à la chirurgie, comme la déchirure des ligaments croisés, que ce ligament-là, il ne va jamais guérir tout seul ou comme de façon exceptionnelle. En général, si on veut redonner une belle qualité de vie aux patients, puis les retourner au sport surtout, on n'a comme pas le choix de parler de chirurgie rapidement. Okay. Est-ce qu'il y a quand même une longue liste d'attente, ou quand vous voyez ça, c'est un peu considéré comme une urgence, entre guillemets, puis on essaie de passer là, dans les semaines qui suivent? C'est pas une urgence. Faut pas le faire comme en dedans de 2 semaines. Okay. C'est sûr que d'un point de vue plus psychologique, le plus vite et le mieux, je dirais, là, pour pouvoir passer à autre chose. C'est important parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'après la chirurgie de ligaments croisés, le retour au sport, comme complet, ça prend à peu près 1 an. Oh, okay. Ouais, c'est ça. C'est ça, un jeune sportif de haut niveau, ça doit pas être... Non, c'est pas la meilleure nouvelle de leur semaine, mettons. C'est vraiment très, très difficile comme nouvelle pour les jeunes d'entendre ça. Donc, on essaie de le faire là, le plus vite possible dans la mesure des ressources qu'on a. Super, ok. Maintenant, si on passe à un autre sujet qui est plutôt la recherche. Donc, vous avez parlé que vous avez déjà commencé un peu lors de votre bac de kiné. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous suit encore maintenant? Oui, ben en fait, c'est ça dans le fond, dans mon parcours. Quand j'ai commencé en médecine, moi j'ai fait le programme MD, MSc. J'avais fait une maîtrise pendant ma médecine. Puis quand j'ai commencé ma résidence, j'ai commencé mon PhD. Donc j'ai toujours eu comme un double parcours, si on veut, en parallèle de recherche et clinique. Et maintenant encore, là, je suis clinicienne chercheur là, à Sainte-Justine, donc je fais de la recherche et la clinique. Puis l'avantage de ça, dans le fond, les cliniciens chercheurs, il n'y en a pas tant que ça. C'est une pratique qui est très niche, mais l'avantage qu'on est clinicien chercheur, c'est qu'on ne va pas s'asseoir sur des problèmes. Si tu fais une chirurgie, puis à chaque fois tu te dis, ça va tellement mal faire ça, mais tout le monde le fait comme ça, c'est comme ça qu'on a appris, puis tout le monde le dit, ça va mal faire ça, mais quand tu es chirurgien, tu ne fais pas nécessairement de recherche, mais tu vas juste continuer à le faire comme ça parce qu'il n'y a pas d'autres. C'est comme ça que tu l'as appris aussi. Oui, puis il n'y a pas d'autres options. Mais comme clinicien-chercheur, moi j'aime ça quand il y a un problème comme ça, me dire, OK, il faut trouver une meilleure solution. Mais comme médecin, on n'a pas les outils pour trouver nous-mêmes les solutions. Fait que la première étape, c'est comme un travail de trouver la bonne personne avec qui s'allier pour trouver des solutions. Puis là, on va aller dans notre réseau, le réseau de l'Université de Montréal. On peut avoir des chercheurs un petit peu partout avec qui on peut collaborer pour trouver des solutions pour améliorer le problème. Et à partir de là, essayer d'améliorer ce qu'on fait. Donc ça, moi, c'est ce qui me passionne dans le fait d'être clinicienne-chercheur, c'est de pouvoir essayer d'améliorer la pratique, d'améliorer ce qu'on fait, et d'avoir des meilleurs résultats pour les patients. Est-ce que vous trouvez ça difficile de jongler un peu les deux, comme dans le sens que vous n'êtes pas complètement clinicienne, pas complètement chercheur, c'est un peu un entre-deux et vous n'avez pas non plus tout le temps possible pour faire... Oui, c'est extrêmement difficile. On parlait tantôt pourquoi j'ai focusé un petit peu plus sur les membres inférieurs, mais c'est ça aussi, à un moment donné, quand tu veux garder ton expertise, puis tu fais tellement de choses, tu n'as pas le choix
te concentrer sur quelque chose. Comme clinicien-chercheur, tu es toujours comme le clinicien qui est peut-être le moins versatile, celui qui connaît le moins de choses dans la spécialité en général. Et comme chercheur aussi, quand on discute avec nos collègues qui sont juste chercheurs, ils nous trouvent un petit peu non disponibles, mettons, quand on essaie de faire des meetings, tout ça, c'est toujours nous qui sommes les gens non disponibles. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension de nos collègues chercheurs et cliniciens de part et d'autre. Donc, juste ça, c'est difficile. Puis, comme tu as dit, on n'a pas... il y a 24 heures dans une journée. Fait que c'est... Malheureusement. Donc, oui, c'est très, 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 très difficile. Puis, c'est quoi, par exemple, votre horaire? Est-ce que vous faites un peu 50-50? Dans une semaine, c'est quoi le temps du Clinique recherche? Non, c'est plus... Je fais plus de cliniques. Quand même pas mal plus de cliniques. Je peux pas vraiment mettre de pourcentage. C'est variable selon les semaines. Tu sais, si c'est une semaine où on a un deadline de demande de subvention, ben, le nombre de temps en recherche va augmenter. Souvent, ça va augmenter le soir et la nuit. C'est moins le fun, mais c'est souvent là que ça va jouer. Mais c'est ça, ça dépend vraiment toujours de c'est quoi les enjeux de temps, là, s'il y a des dates de tombée ou des choses comme ça. Puis vous avez fait votre PhD dans le fond durant votre résidence? Ouais. Puis est-ce que ça se manageait quand même bien? C'est très difficile. J'ai pas fini pendant la résidence. Okay. Je pense que c'était impossible de faire ça. Donc, ma première année de fellow, je l'ai fait à Montréal, en pied-cheville. Puis, le but de ça, c'était vraiment de pouvoir rester à Montréal, avoir une belle exposition chirurgicale, puis pouvoir développer encore mes habiletés, tout en terminant mon PhD. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une année supplémentaire là, ici à Montréal, avant de partir à Boston. OK. Ça, c'est cool. Puis là, par exemple, est-ce que votre recherche est plus axée sur un sujet en particulier ou une pathologie particulière? C'est quoi? En fait, là, ce que j'ai, c'est vraiment une programmation de recherche. Okay. Si je pars à la base, moi, quand je suis revenue de Boston, à Boston, la clinique là-bas, c'était extrêmement organisé. C'était vraiment une énorme clinique de médecine du sport pédiatrique. Là, on était 6 fellows, 3 en orthopédie, 3 qui étaient pédiatres qui se spécialisaient en médecine du sport. Il y avait vraiment une méga équipe. C'était des chirurgiens, des pédiatres, des gens qui étaient en cardio, endocrino. Fait que c'est vraiment une super belle prise en charge. Puis quand je suis revenue à Sainte-Justine, mais c'était pas ça du tout. Hein, il y avait comme rien. Il y avait une pédiatre qui faisait de la médecine du sport qui était complètement pas reliée avec nous, donc ça faisait déjà pas de sens. Bref, dès que je suis revenue, je me suis dit, faut qu'on organise ça un petit peu plus. Ça a été un travail vraiment incroyablement intense, là, de tout développer, l'espèce d'organisation. Puis en développant notre clinique de médecine du sport, on a intégré la recherche à ça. Donc le but, c'était vraiment de faire une plateforme qui allait être propice pour pouvoir améliorer les connaissances scientifiques aussi en même temps. Donc, ma programmation de recherche est vraiment basée sur la clinique de médecine du sport. Puis, j'ai comme 3 grands axes de recherche. Le premier, ça va avec ça, c'est l'axe clinique. Donc, améliorer les parcours de soins, améliorer la prise en charge, baser un peu nos traitements sur la qualité de vie. Donc, travailler un petit peu vraiment sur l'aspect clinique. Après, j'ai un aspect qui est plus biomécanique, réadaptation. Donc, là, j'ai collaboré avec des chercheurs de mari-enfant, par exemple, des physios, des kinésiologues, où là, on va tester des nouvelles orthèses biomécaniques pour essayer de prévenir les déchirures de ligaments croisés. On travaille sur des programmes en réalité virtuelle pour améliorer la réadaptation. Bref, on a différents projets qui sont basés un petit peu plus dans ce domaine-là. Puis le dernier axe, c'est l'axe innovation, reconstruction, etc., où là, c'est vraiment beaucoup des pathologies où on n'a pas des bons traitements, des traitements chirurgicaux qu'on veut améliorer. Puis là, j'ai beaucoup de collaborateurs plus à la Polytechnique, où là, on développe vraiment des nouveaux produits, des nouveaux traitements, des nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment mes 3 grands axes de recherche. L'axe innovation, c'est celui, tu sais, si je peux donner un exemple, j'ai parlé tantôt des déchirures de ménisque, que c'est difficile à traiter, tout ça. Bien, une des choses qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un traitement qui est plus facile à utiliser.
Donc, il va faire en sorte que tous les orthopédistes qui traitent des ménisques vont être capables de réparer les ménisques plutôt que de les enlever, parce qu'en ce moment, c'est comme 90% des chirurgies de ménisques, c'est d'aller les enlever, là, ce qui n'est pas très bon pour la santé des genoux. Donc, le but, c'est d'avoir un traitement qui est facile à utiliser pour que le traitement soit accessible à tous les orthopédistes, donc à tous les patients. Et on essaie de travailler sur une genre de colle. Donc, à la place de prendre des sutures, des aiguilles qu'on passe à travers le genou, tout ça, mais d'aller coller les déchirures. Je vous dirais que c'est pas simple. il y a beaucoup de travail à faire là-dedans, mais l'idée est tellement intéressante. Moi, j'adore travailler là-dessus, même si peut-être que je ne verrai jamais ça de ma vie. Mais je pense que c'est important d'explorer les différentes avenues. Puis si on pouvait avoir ça, ce serait comme... Le best. Ça serait magique. Parce qu'il y a quand même des contraintes, je veux dire comme éthiques, là. Des fois, c'est des enfants, il y a certains médicaments, tout ça. Ben oui, tu sais, les contraintes éthiques, il y en a dans tous les projets de recherche. Puis c'est pour ça qu'il y a les comités d'éthique. Donc, à l'hôpital, nous, quand on fait un projet, on ne peut pas commencer un projet juste comme ça. Il faut toujours soumettre à notre comité d'éthique qui va réviser notre protocole, puis voir si tous les principes éthiques sont respectés, que ce soit en pédiatrie ou en adulte, c'est la même chose. Super. Donc, maintenant qu'on a parlé de la recherche, vous arrivez à manager les recherches cliniques et en plus de ça, vous avez aussi votre podcast, donc le Sideline sur le côté. Ouais. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? C'est quoi votre mission à travers cet autre projet? Oui, ben peut-être je peux commencer en disant pourquoi j'ai commencé ça. Là. Vous vous rappelez qu'il y a eu une pandémie. En effet. Fait que moi, quand la pandémie a commencé, j'étais enceinte, puis c'était comme un petit peu intense tout ça, puis vous savez comment tout a arrêté, le sport a arrêté chez les jeunes, il n'y avait plus rien qui se passait. Et quand je suis revenue de mon congé de maternité, début 2021, et j'ai recommencé à voir mes patients, puis là, le sport réouvrait progressivement, puis je sais pas comment ça s'est fait, mais ça a été vraiment... En tout cas, on a eu une épidémie de blessures reliées au sport parce que les jeunes, pendant plusieurs mois, n'ont rien fait. Puis là, tout d'un coup, ça a recommencé. Puis il y a des endroits qui ont recommencé progressivement et des places qui ont recommencé comme s'ils n'avaient jamais arrêté. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de blessures sportives rapidement. Puis, les jeunes, moi, j'ai trouvé, quand j'ai recommencé en 2021, ils avaient comme un peu changé. Donc, je ne sais pas s'ils ont passé plus de temps sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, mais on dirait qu'ils m'écoutaient moins. De face, tu sais, comment. Okay. Et c'est là, dans ce temps-là, on avait une nouvelle coordonnatrice dans notre clinique de médecine du sport qui est physiothérapeute, Lily. Puis avec Lily, on s'est dit, ben ce serait le fun d'avoir nous-mêmes notre présence sur les réseaux sociaux parce que si notre clientèle vont sur TikTok pour en apprendre plus sur leur pathologie. Mais si nous, on est là, au moins, ce qu'ils vont avoir comme information, ça va être de la bonne information. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Donc, la mission, initialement, c'était vraiment que les jeunes nous écoutent et aient de l'information pertinente et adéquate. Et le podcast, ben, c'était comme la continuité de ça. Pour aborder des sujets sur le corps, sur le sport, vraiment là, tout ce qui touche le jeune et son écosystème, que ce soit de l'information qui est pertinente pour les coachs, les parents, le jeune lui-même, avoir des athlètes un peu qui vont être inspirants pour leur futur. Puis, quand un jeune se blesse, justement, il pense que c'est la fin du monde, mais peut-être d'entendre un athlète qui s'est rendu aux Olympiques, puis qui a eu une blessure la même que lui, puis qui a arrêté, mais qui s'est quand même rendu aux Olympiques, c'est quand même inspirant, puis ça donne de l'espoir. Donc ça, c'est un peu l'histoire de comment on a fait ça. Puis la mission du Sideline, c'est vraiment d'éduquer les jeunes, leur écosystème, sur le corps humain, sur les blessures, sur comment les prévenir, sur tout ce qui touche le corps humain et le sport, dans le fond. Est-ce que vous trouvez que de plus en plus les jeunes arrivent comme informés parce qu'on voit tout ça dans la face TikTok ou durant la pandémie, genre le monde se faisait des gyms maison un peu, puis c'était vraiment, ça se passait sur les réseaux parce qu'on n'avait pas le choix. Est-ce que vous trouvez que justement les jeunes sont plus informés ou des fois ils vous sortent un petit peu n'importe quoi? Ben c'est ça, tu sais, c'est que l'information qui est présente sur les réseaux sociaux souvent n'est pas très bonne. On a fait d'ailleurs une étude là, comme on a pris le sujet de l'instabilité d'épaule, puis on a regardé
je sais pas, là, style 250 vidéos, puis on avait des critères d'inclusion, puis on a analysé la qualité des vidéos qui étaient disponibles si tu tapais comme mot-clé, genre instabilité d'épaule ou luxation d'épaule. Très sincèrement, la qualité de l'information était très mauvaise. Puis quand c'était un professionnel de la santé qui faisait la vidéo, ben, on avait vraiment une meilleure qualité d'information. Donc, est-ce que les jeunes sont plus informés? Je dirais pas tant que ça. J'ai l'impression qu'ils vont voir beaucoup de sensationnalisme, mais ils vont pas tant être plus informés, non. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Ouais, ça c'est sûr. Puis est-ce que vous trouvez là, que votre podcast justement a eu un certain impact ou des fois comme du feedback, même si ça soit de parents? Oui, mais il y en a des fois, j'avoue, qui arrivent puis qui ont déjà fait leur petite recherche, puis ils l'ont trouvé, puis ils ont écouté déjà certains épisodes, tout ça, puis je pense que c'est quand même apprécié. Mais comme vous allez voir avec les podcasts, ce qui est difficile, c'est qu'on produit du contenu qu'on pense intéressant et qui pourrait aider notre population, mais après, il faut le diffuser. C'est bien d'avoir un podcast, mais après, il faut que ça atteigne les bonnes personnes parce que s'ils ne savent pas que ça existe, ben ça va pas. L'information se rentre pas. Non, c'est ça, même si le contenu est super intéressant, s'ils ne savent pas que ça existe, ben ils ne le savent pas. Fait que c'est ça qui est difficile quand on fait ce genre de projet, d'aller atteindre notre clientèle. Fait que de plus en plus, j'en parle à mes patients, puis dans notre deuxième saison, on a entre autres reçu une psychologue qui est spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Là. Donc, on a eu vraiment une belle entrevue avec elle. Puis je pense pour tous les jeunes qui se font annoncer comme cette mauvaise nouvelle-là d'arrêt de sport, je pense que ça va être un épisode comme clé pour eux. Vraiment, là, le but, c'est d'avoir comme des outils, puis d'avoir un petit peu plus d'informations pour pouvoir passer à travers ça. Mais c'est super pertinent parce que justement, là, on n'y pense pas, mais un jeune qui fait du sport 7 fois par semaine, arrêter du jour au lendemain, c'est vraiment pas facile. Puis c'est bien que vous incluez c'est tout l'écosystème du jeune sportif. Ben oui, parce que les jeunes, vous savez, des fois, ils ont tellement de pression de leurs parents, par exemple, parce que tout l'horaire familial est basé sur l'horaire des pratiques. C'est ça. Ou les parents rêvent déjà de voir leurs jeunes dans la Ligue nationale. Ou il y en a aussi, ils visent à avoir des scholarships pour aller étudier aux États-Unis. Donc, des fois, la pression là, pour un jeune est quand même assez intense. Hein? C'est pas normal quand tu es jeune, puis tu fais du soccer, puis tu as 12 ans, d'avoir la pression de performance. Tu es supposé aller faire ton sport pour t'amuser à 12 ans. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on vise vraiment l'ensemble, le jeune et tout le monde qui gravite autour. Ouais. Mais c'est bien aussi parce que ça peut rejoindre certains enfants athlètes et tout, qui n'ont pas nécessairement des amis qui sont dans le même milieu. Et justement, avoir cette plateforme-là, ça leur donne aussi plus d'informations. Puis vraiment s'assurer qu'ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Oui, non, exactement. C'est ça le but, de comprendre que... Parce que c'est ça, tu sais, quand ils ont cette nouvelle-là, souvent le jeune pleure, les parents pleurent, tout le monde pleure dans le bureau. Mais d'avoir des exemples ou juste des histoires de d'autres qui sont passés par là, je pense que c'est vraiment important. Puis là, c'est ça, vous avez fait deuxième saison, est-ce que ça a terminé? On a fini l'enregistrement, ça va être super intéressant. Tu sais, dans la première saison, on avait on avait un mélange de professionnels de la santé et d'athlètes qui venaient parler. La deuxième saison, on a plus des professionnels de la santé. On va parler genre de cardiologie sportive, psychologie comme j'ai parlé. On a parlé de course à pied avec le physiothérapeute Blaise Dubois. On a parlé aussi des athlètes trans dans le sport, tout ça. Honnêtement, je pense que c'est vraiment une belle saison là, qui sort progressivement au fil des semaines. Ouais, c'est ça. Super, donc ça va faire pas mal le tour de ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc pour finir, on a un petit segment spécial qui est comme le conseil de la semaine. Donc ça, c'est plus un conseil qui serait dédié aux étudiants de médecine, aux externes ou aux résidents. Et est-ce que vous avez un conseil à partager justement à ces futurs professionnels? Je pense qu'on pourrait vraiment faire un épisode complet sur les conseils. Mais une chose qui est vraiment importante, tu sais, quand on est en médecine, c'est qu'on a la chance, premièrement, d'avoir une profession qui a tellement de différentes options. Il y a tellement de différentes spécialités qui sont chacune avec des propriétés, du bread and butter qui est différent. Donc, on a cette chance-là.
Et je pense que c'est important de trouver rapidement ce qui nous passionne en médecine, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on aime là-dedans pour choisir avec soin notre future spécialité, parce que peu importe ce qu'on va choisir, on va travailler fort dans la vie. Tu sais, on a l'impression qu'on étudie, on travaille fort, on fait la résidence, on travaille fort, mais la réalité, c'est que quand on commence notre pratique, on travaille fort aussi. Puis il va y avoir des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, mais il faut que les choses qu'on aime, on les aime vraiment pour compenser pour ce qu'on n'aime pas. Fait que je pense que le meilleur conseil, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne, parce que sinon, ça va vraiment, vraiment être long, votre carrière. Et vous avez la chance d'être dans quelque chose qui est tellement varié que je pense que tout le monde peut trouver quelque chose qu'il aime en médecine. Donc, voilà mon conseil. Très bon conseil. Je pense que c'est important de s'exposer aussi plus tôt dans la pratique pour voir la variété de choses, puis pas faire le saut à la résidence. Exactement. Bon, donc, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ce premier épisode. Puis, en attendant le prochain épisode, on vous invite à aller suivre Dr. No sur son propre podcast, Le Sideline. Donc, c'est vraiment à ne pas manquer. La saison 2 a l'air très diversifiée, très intéressante. À bientôt!